L'esprit est comme un champ de bataille. On ne le voit pas de l'extérieur, mais nous sommes tous en train de nous battre sur un. Et si tu entres sans préparation, sans stratégie, sans courage, il te fusille. Les doutes, les peurs, la paresse, la critique, la solitude, l'échec te fusille. Et il ne te tue pas d'un coup. Non, il t'épuise lentement, comme une goutte qui tombe sur une pierre jusqu'à la briser. Nous vivons à une époque où la faiblesse se déguise en confort, où tout doit être rapide, validé, approuvé par d'autres, où ressentir un peu d'inconfort semble déjà être une punition. Mais le monde ne va pas s'arrêter pour que tu puisses respirer. La vie ne va pas devenir douce parce que tu es fatigué. Soit tu te renforces de l'intérieur, soit le monde te passe par-dessus. Le stoïcisme n'est pas de la poésie, ni des phrases à se faire tatouer. C'est un système brutal, d'entraînement mental. C'est une discipline qui ne cherche pas à ce que tu sois heureux tout le temps, mais à ce que tu sois fort même quand tout va mal. Parce que ça va aller mal, tu vas tomber, on va te laisser tomber, tu vas te laisser tomber. Et c'est là que tu as le plus besoin d'être présent avec un esprit affûté, stable, blindé. Ce n'est pas une vidéo de jolies phrases à partager, c'est un appel à durcir, à construire la version de toi que personne ne peut briser, celle qui ne demande pas la permission, celle qui ne cherche pas l'approbation, celle qui se lève sans témoin. Aujourd'hui, tu vas recevoir 8 principes stoïciens qui ne sont pas de la théorie, ils sont de la pratique. 8 façons réelles de te forger de l'intérieur, de transformer ton esprit en ta plus grande arme et de cesser d'être une victime de ce qui t'arrive. Ce ne sera pas facile, mais si tu vas jusqu'au bout et les appliques, tu ne résisteras pas seulement au monde, tu le domineras. 1. Arrête le monde une seconde avant de bouger. L'esprit est comme une pièce pleine d'interrupteurs. Chaque émotion, chaque impulsion, chaque pensée est l'un de ces interrupteurs qui attend d'être activé. La plupart des gens allument tout sans contrôle, sans réfléchir. Ils se laissent emporter par la colère, la peur, l'anxiété, comme si quelqu'un d'autre appuyait sur les boutons. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils réagissent simplement. Ils explosent, ils font et disent des choses qu'ils regrettent plus tard. Et quelle est l'excuse? C'est comme ça que je suis. On m'a provoqué, je n'y ai pas pensé, je l'ai juste fait. C'est justement le problème. Tu n'y as pas pensé. Le premier principe stoïcien que tu dois appliquer comme une loi dans ta vie est le suivant. Arrête le monde une seconde avant de bouger. Cette seconde peut sembler insignifiante, mais elle change tout. C'est l'espace qui sépare les personnes qui vivent de manière impulsive de celles qui agissent avec un véritable contrôle. Cette seconde est le début de ta liberté. Épictète l'a bien dit. Ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Mais pour pouvoir penser quelque chose d'utile, tu dois d'abord t'arrêter. Prends un instant entre ce qui se passe et ta réaction. Parce que si tu ne le fais pas, ce n'est pas toi qui réponds, c'est ta colère, ton insécurité, ton besoin d'avoir raison, ta blessure. Et il ne s'agit pas seulement de contrôler la colère. Cela s'applique aussi lorsque tu es sur le point d'abandonner. Lorsque tu es sur le point d'abandonner quelque chose d'important, lorsque tu vas procrastiner, lorsque tu as envie d'agir impulsivement. C'est là que tu dois arrêter le monde. Juste une seconde, une respiration. Un moment pour te demander, est-ce que ce que je m'apprête à faire me fait avancer ou reculer? Il ne s'agit pas de devenir une personne froide ou distante, il s'agit de devenir ferme. Parce qu'une personne qui maîtrise ses émotions n'est pas faible. C'est quelqu'un de dangereux pour ses propres limites, parce qu'elle agit avec intelligence, pas avec désespoir. Ce principe est simple, mais il nécessite de la pratique. Chaque fois que tu sens que quelque chose en toi veut te pousser à agir sans réfléchir, arrête-toi, pas pour des minutes, juste une seconde, respire, et demande-toi, cette action me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Est-ce que j'agis avec un but ou est-ce que je réagis simplement? Chaque impulsion que tu ne contrôles pas a un prix, un message que tu n'aurais pas dû envoyer, un mot que tu n'aurais pas dû dire, une décision prise avec colère.
Et tout cela peut te coûter des relations, des opportunités, du respect, même toi-même. Tout cela parce que tu n'as pas attendu une seconde. Les stoïciens n'étaient pas des personnes froides, ils étaient des personnes qui avaient du contrôle. Ils savaient que la force mentale commence dans ce petit espace où tu peux choisir comment répondre. Cet espace où le monde s'arrête une seconde et tu décides qui tu veux être. Alors ne dis plus « je n'y ai pas pensé ». Parce que tu peux le faire, tu peux t'arrêter, tu peux prendre le contrôle. Et lorsque tu maîtrises cette seconde, lorsque tu décides avec clarté au milieu du chaos, tu deviens quelqu'un qui ne réagit plus comme n'importe qui. Tu deviens quelqu'un qui répond avec puissance. Cette seconde est ton avantage. Ne la gaspille pas. 2. Fais-le sans permission et sans envie. Ton esprit est comme un théâtre, et tous les jours, il met en scène une pièce pour te convaincre de ne pas faire ce que tu as dit que tu ferais. Le rideau s'ouvre, et voilà, la fatigue déguisée en logique, la paresse avec un visage d'auto-soin, le doute agissant comme prudence, applaudissements, tous sur scène. Et toi, assis au premier rang, tu crois tout. Mais voici la vérité, cette pièce est un mensonge. Cette histoire où tu as besoin de te sentir prêt à agir, cette idée que la motivation doit d'abord apparaître, ce conte que c'est mieux d'attendre le bon moment, tout cela n'est qu'un vieux scénario, écrit par la partie la plus faible de toi. Et si tu veux vraiment grandir, tu dois arrêter d'être spectateur. Tu dois te lever de ta chaise, monter sur scène et déchirer le scénario en morceaux. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de devenir vraiment fort. Le faire sans permission et sans envie. La discipline n'apparaît pas dans les moments d'inspiration. La discipline se construit dans l'obscurité, quand personne ne te voit, quand tu n'as pas d'énergie, quand tout te fait mal, quand tout ce que tu veux, c'est abandonner. Et c'est précisément là, à ce point précis, que la plupart abandonnent, parce qu'ils attendent que le corps dise oui, que l'esprit dise allons-y. Mais cela arrive rarement. Et si tu en dépends, tu vas perdre. Fais-le sans permission. N'attends pas que ton esprit te donne le feu vert. Parce que l'esprit choisira toujours la facilité. Il cherchera toujours le moindre effort, la sortie confortable, le raccourci déguisé en excuse. Ce n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas conçu pour te pousser à la limite. Il est conçu pour survivre, pas pour se démarquer. Et c'est pourquoi, si tu veux avancer, tu devras souvent l'ignorer. Tu devras bouger même si tout en toi dit non. Parce que c'est là que se construit le caractère. Pas quand tu as envie, mais quand tu n'en as aucune et que tu le fais quand même. Fais-le sans envie. Parce que si chaque décision dépend de ce que tu ressens, alors ce n'est pas toi qui choisis. Ce sont tes émotions qui choisissent. Et les émotions changent toutes les 5 minutes. Tu ne peux pas construire une vie solide avec un esprit instable. Il y aura des jours où tu te sentiras vide, épuisé, sans direction. Des jours où la motivation ne se présente pas. Et c'est précisément ces jours-là qui comptent le plus. Parce que chaque fois que tu agis sans envie, chaque fois que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'as pas d'énergie, tu envoies un message direct à ton esprit. J'ai le contrôle. Et cela vaut plus que n'importe quel plan parfait. Tu ne deviens pas fort en faisant ce qui est juste quand c'est facile. Tu deviens fort quand tu le fais, même si tu n'en as pas envie. Quand tu travailles sans inspiration. Quand tu t'entraînes fatigué. Quand tu étudies somnolent. Quand tu continues sans que personne ne te dise « bien fait ». C'est ce qui différencie ceux qui essaient de ceux qui réussissent. Cette capacité à agir sans permission, à avancer sans envie, à tenir ta parole non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu l'as promis. Brise le scénario, arrête d'attendre le moment parfait, fais-le quand même. 3. Brûle le scénario des excuses. Les excuses sont comme des contrats invisibles que tu signes avec toi-même sans t'en rendre compte. Elles te lient, elles te limitent, elles te convainquent que tu ne peux pas, quand en réalité, tu ne veux simplement pas payer le prix. Et le plus dangereux, c'est qu'elles sonnent souvent raisonnables, logiques, même intelligentes. Mais elles restent des chaînes déguisées en arguments. Imagine que ta vie soit un film. Tu devrais être le protagoniste, n'est-ce pas?
Mais la plupart vivent comme s'ils étaient un acteur secondaire, répétant des lignes écrites par la peur, le confort, l'insécurité, le passé. Jour après jour, jouant le même rôle médiocre. Le scénario est déjà écrit. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas si facile pour moi. Peut-être plus tard. Les mêmes phrases, les mêmes excuses, le même résultat. Tu veux changer ? Brûle ce scénario. Ne l'édite pas, ne le révise pas, brûle-le. Parce que tant que tu continues à justifier pourquoi tu ne peux pas, tu ne découvriras jamais ce que tu pourrais accomplir. Les excuses sont confortables parce qu'elles ne t'obligent à rien. Elles te font sentir que tu es rationnel, alors qu'en réalité, tu ne fais qu'échapper. Les stoïciens ne cherchaient pas des excuses. Ils cherchaient le contrôle. Le contrôle de la seule chose qui dépend de toi, tes actions. Pas ton histoire, pas tes traumatismes, pas ton environnement, tes décisions. C'est ce qui te définit. Le reste peut être difficile, oui, même douloureux. Mais ce n'est pas une excuse. Chaque fois que tu choisis de ne pas agir et que tu justifies cette inaction, tu renforces une identité faible. Tu entraînes ton esprit à abandonner sans combattre. Tu dis « Peu importe combien je dis que je veux quelque chose, si ça devient inconfortable, je l'abandonne. » Rompe avec ça, parce qu'il n'y a pas d'excuse assez bonne pour justifier une vie non vécue. Peut-être que tu n'as pas tout ce dont tu as besoin maintenant, mais tu as quelque chose, la capacité de faire un pas, de faire ce que tu peux, avec ce que tu as, d'où tu es. Ce n'est pas un cliché, c'est une vérité que la plupart ignorent parce que ça fait mal. Et oui, le chemin sera plus difficile pour toi que pour les autres, personne ne nie ça, mais ça n'a pas d'importance non plus, parce que personne d'autre ne va vivre ta vie pour toi, personne d'autre ne va payer le prix pour ce que tu n'as pas fait. Seul toi vas porter les conséquences de tes excuses. On t'a dit que tu ne pouvais pas, que tu n'étais pas assez, que tu n'allais pas y arriver. Parfait. Utilise ça comme du feu. Mais pas pour continuer à justifier ta paralysie. Utilise-le pour brûler cette version de toi qui se cache derrière les « je ne peux pas » et commencer à construire une version qui n'a pas besoin de permission, de conditions parfaites, ni de validation externe. C'est toi contre toi. Ça l'a toujours été. Et tant que tu n'assumes pas ça, tu vas continuer à céder. Tu vas continuer à te cacher derrière des mots élégants pour ne pas faire ce que tu dois faire. Alors prends tes responsabilités, reconnais tes excuses, regarde-les en face, et au lieu de leur donner plus de pouvoir, brûle-les. Ne les explique pas, ne les défends pas, ne les maquille pas, brûle-les et agis. Même si tu as peur, même si tu n'es pas sûr, même si tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Parce que chaque excuse que tu détruis, c'est une partie de toi qui renaît. Une partie qui cesse d'être spectateur et commence à écrire sa propre histoire. Et tu n'as pas besoin d'un scénario pour ça, juste de la détermination. 4. Lève-toi quand personne ne te voit. Imagine une plante qui pousse au milieu du béton. Elle n'a pas d'applaudissements, ni de soleil direct, ni de conditions idéales. Il n'y a personne pour la regarder, personne qui attend qu'elle réussisse. Mais elle est là, poussant depuis le bas, se brisant contre la pierre, se frayant un chemin millimètre par millimètre sans que personne ne le remarque. Personne ne la félicite, personne ne la publie, mais elle le fait quand même. Parce que c'est dans sa nature de grandir, même quand il n'y a pas de témoins. C'est ainsi que fonctionne la véritable force. Elle ne se construit pas quand tu as un public. Elle se construit quand tu es seul, quand tout est silencieux, quand personne ne t'applaudit, quand personne ne croit en toi. C'est là que tu te formes. La plupart des gens ne bougent que lorsqu'il y a des yeux pour les regarder. Ils se disciplinent s'il y a quelqu'un pour les motiver. Ils font des efforts s'ils vont recevoir un prix. Ils travaillent dur si quelqu'un leur donne de la reconnaissance. Mais ce n'est pas la vraie force, c'est de la dépendance. C'est agir seulement quand il y a une validation externe. La véritable croissance se produit dans l'obscurité. Quand tu te lèves sans envie, sans aide, sans applaudissement. Quand tu décides de continuer même si personne ne le remarque. Quand tu tiens tes engagements, même si tu pourrais tricher et que personne ne le saurait. C'est cela qui forge le caractère.
Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Pour eux, le véritable ennemi n'était pas le monde, c'était les décisions que tu prenais quand personne ne te regardait. Parce que c'est là que se révèle qui tu es vraiment. Quand il n'y a pas de conséquences immédiates. Quand tu pourrais abandonner et que personne ne te jugerait. Quand tu pourrais mentir, éviter l'effort, prendre le chemin facile, et pourtant tu choisis le difficile, par conviction, pas pour l'image. La société d'aujourd'hui te pousse à vivre pour l'extérieur, pour montrer, pour partager, pour prouver que tu fais quelque chose. Mais ce qui transforme vraiment ta vie se passe loin de tout cela. Cela se passe dans l'intimité de tes décisions privées. Au moment où tu décides si tu vas rompre ta parole ou la tenir même si personne ne le sait. Et oui, au début c'est difficile. Parce que l'ego veut de l'attention. Il veut des preuves que ça vaut le coup. Il veut des médailles. Il veut des yeux sur lui. Mais c'est là que tu dois apprendre à tuer l'ego. À ignorer cette voix qui dit « Pourquoi le faire si personne ne te le reconnaît ?» et répondre avec une autre qui dit « Parce que je sais qui je veux être. » Lève-toi quand personne ne te voit, entraîne-toi quand tu n'as pas d'énergie, respecte tes engagements quand tu pourrais les reporter. Sois fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, même s'il n'y a pas de témoin. Parce que c'est dans ces moments invisibles que tu construis une identité solide, une qui ne dépend de rien d'autre que de toi. Rappelle-toi ceci, quand viendra le moment difficile, quand le monde te mettra vraiment à l'épreuve, tu n'auras pas le temps de te préparer. Tu n'auras que ce que tu as construit en silence, la force que tu as forgée quand personne ne te regardait, les décisions que tu as prises sans caméra, sans like, sans récompense. Et cela, cette préparation dans l'obscurité, c'est ce qui te soutiendra quand tout le reste s'effondrera. Tu n'as pas besoin de témoins pour devenir fort. Tu as juste besoin de détermination. Fais le travail. Même si personne ne t'applaudit, même si personne ne t'attend, parce que quand viendra le jour où tu devras montrer de quoi tu es fait, tu le feras sans peur, parce que tu t'es déjà levé de nombreuses fois, et tu l'as fait quand personne ne te voyait. 5. Forge le corps qui soutiendra ton esprit. Ton corps est l'armure qui protège ta volonté. Peu importe la force de ton esprit, si ton corps abandonne en premier, tout s'effondre. Tu peux avoir de la clarté, de la concentration, de la discipline. Mais si ton énergie physique est faible, si ta santé est détériorée, si tu n'as pas de résistance, ton esprit va commencer à vaciller. Parce qu'il ne peut pas se soutenir seul pendant longtemps. Imagine que ton esprit est une torche allumée, une flamme stable, avec une direction. Mais si cette torche est montée sur une base fragile, tremblante, qui ne supporte pas le poids, elle tombe. La flamme s'éteint. Et tout ce que tu allais construire reste une intention. C'est pourquoi ce principe est clair. Forge le corps qui soutiendra ton esprit. Non pas pour l'esthétique, non pas par vanité, pour la survie, par respect pour tes propres objectifs. Les stoïciens parlaient beaucoup du corps, bien qu'aujourd'hui on ne les associe qu'à des idées philosophiques. Ils comprenaient que le corps n'est pas un luxe ni un caprice, c'est un instrument. Et comme tout outil, si tu ne le soignes pas, si tu ne le renforces pas, il rouille, il se brise, il te trahit. Quand tu n'as pas d'énergie, tout devient plus difficile. Tu as du mal à penser, à te concentrer, tu deviens réactif, irritable, faible émotionnellement. Ton esprit, aussi puissant soit-il, est forcé de dépenser le double d'efforts pour faire la même chose. Et c'est ainsi que tu tombes dans des cycles de frustration. Tu sais ce que tu veux faire, mais tu n'as pas la force de le soutenir. Maintenant, personne ne te dit de devenir un athlète professionnel. Il s'agit de résistance fonctionnelle, pas de record personnel. Il s'agit que ton corps soit prêt à accompagner ta discipline, tes habitudes, ta vision. Qu'il supporte les charges de travail, les nuits blanches, l'entraînement, le stress. Qu'il ne devienne pas un obstacle, mais un allié. Chaque fois que tu t'entraînes, tu ne renforces pas seulement tes muscles. Tu renforces ton identité. Tu envoies un message direct à ton esprit. Je suis prêt à supporter la douleur contrôlée pour me préparer contre le chaos du monde réel. Parce que c'est ça, s'entraîner. C'est te mettre volontairement mal à l'aise pour te durcir, pour être plus fort, plus stable,
plus préparé. Et quand ton corps est solide, ton esprit se sent en sécurité. Quand tu as de l'énergie, tu peux prendre de meilleures décisions. Tu peux résister à l'impulsion. Tu peux garder le focus. L'entraînement physique n'est pas seulement physique. Il est psychologique. Il est spirituel. C'est une façon de te prouver que tu peux te pousser sans te briser. Il y a quelque chose de profondément transformateur à soulever des poids, à transpirer, à te fatiguer, à respirer avec difficulté et pourtant à finir la série. Non seulement parce que cela améliore ta santé, mais aussi parce que cela t'enseigne une leçon brutale. Tu peux plus que ce que tu penses. Le confort constant affaiblit. La sédentarité te rend mou, pas seulement dans le corps, mais aussi dans la volonté. Si tu ne sors jamais te battre avec toi-même à l'entraînement, comment espères-tu avoir du courage quand la vie te frappe sérieusement? Ton corps est le véhicule de ta volonté. S'il est faible, fragile, sans énergie, ton esprit ne peut pas avancer. Mais si tu le renforces, si tu le prépares, si tu le forges, alors il n'y a pas de mur que tu ne peux pas escalader. Alors arrête de le remettre à plus tard. Commence à bouger. Entraîne-toi non pas pour avoir l'air bien, mais pour devenir imbattable. Pour que lorsque la vie te demande des efforts, tu en aies en surplus. Pour que lorsque tu es fatigué, tu puisses encore continuer. Forge le corps qui soutiendra ton esprit. Parce que cette combinaison, tête froide et corps solide, ne s'arrête pour rien. 6. Protège ton esprit comme un sanctuaire. Ton esprit est comme une forteresse sacrée construite au sommet d'une montagne. Un lieu où se prennent des décisions qui changent le cours de ta vie. Un espace qui devrait être propre, solide, protégé. Mais de nos jours, beaucoup de gens ont laissé la porte ouverte. N'importe qui peut entrer, salir, crier, imposer des idées, voler de l'énergie. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils vivent avec l'esprit pollué, surchargé, envahi, et se demandent pourquoi ils se sentent si brisés à l'intérieur. C'est pourquoi ce principe est urgent. Protège ton esprit comme un sanctuaire. Non pas comme un lieu faible qui a besoin de s'isoler, mais comme un lieu sacré qui n'autorise que ce qui le renforce, ce qui le nettoie, ce qui l'élève. Dans la philosophie stoïcienne, l'esprit était la chose la plus précieuse que l'on possédait. Le monde extérieur peut être chaotique, injuste, cruel, mais l'esprit doit rester ferme, imperturbable, et pour cela, il faut le protéger de tout ce qui cherche à l'affaiblir. Aujourd'hui, tu es entouré de bruit, des nouvelles conçues pour te perturber, des réseaux sociaux qui te comparent à ce que tu n'es pas, des gens qui donnent leur avis sur ta vie sans rien savoir de toi, du contenu vide qui te distrait sans t'apporter quoi que ce soit. Chaque fois que tu consommes cela sans filtre, tu laisses quelqu'un d'autre décider de ce qui entre dans ton sanctuaire. Tu donnes de l'espace mental à des choses qui ne méritent pas d'y être. Ton esprit a besoin de silence. Il a besoin d'ordre. Il a besoin de limites. Parce que si tu ne filtres pas ce que tu laisses entrer, tu ne peux pas te plaindre du désordre qui règne à l'intérieur. As-tu du mal à te concentrer? Te sens-tu anxieux? As-tu des pensées répétitives, négatives, épuisantes? Ce n'est pas toujours un problème interne. Souvent, c'est le reflet de ce que tu permets, des stimuli que tu consommes, des personnes que tu écoutes, des pensées que tu répètes sans les remettre en question. Protéger ton esprit ne signifie pas t'enfermer. Cela signifie être sélectif, choisir consciemment quel contenu tu vois, quelle personne tu écoutes, quelle conversation tu nourris, quelle pensée tu cultives. Tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas de vivre en toi. Le sanctuaire doit être propre, et cela ne se fait pas une fois, cela se fait tous les jours. C'est une habitude, c'est une pratique, c'est un acte de respect envers toi-même. Si ton esprit est l'endroit d'où tout se construit, tes décisions, tes émotions, ton comportement, alors en prendre soin n'est pas une option, c'est essentiel. Et il ne s'agit pas seulement de ce que tu consommes, mais aussi de ce que tu tolères, de ce que tu répètes, des pensées automatiques que tu ne remets pas en question. Si chaque fois que tu échoues, tu te dis « je suis un échec », si chaque fois que tu te compares, tu te répètes « je ne serai jamais assez »,
Tu salis ton propre temple avec tes propres mains. Tu dois changer cela. Tu dois apprendre à te parler avec clarté, avec fermeté, avec respect, à remettre en question ce qui entre, à nettoyer ce qui pollue, à reconstruire ce que d'autres ont essayé de détruire. Les stoïciens ne parlaient pas d'isolement, ils parlaient de force intérieure. Et cela ne peut être atteint que si ton esprit est un espace propre, protégé, en ordre. Un lieu à partir duquel tu peux résister au chaos du monde sans te briser. Tu ne peux pas éviter tout ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux décider de ce qui reste à l'intérieur. Et cette décision change ta vie. Alors ferme la porte, filtre le bruit, expulse ce qui ne sert pas. Et souviens-toi, ton esprit n'est pas une poubelle pour les problèmes du monde. C'est un sanctuaire. Et comme tout sanctuaire, il doit être protégé à tout prix. 7. Mange comme si tu entraînais ta volonté. Ton assiette est un terrain d'entraînement. Chaque repas que tu choisis ne nourrit pas seulement ton corps, il entraîne ou affaiblit ton esprit. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une occasion de pratiquer le contrôle, la concentration, la discipline. Parce que ce que tu fais à table, tu le fais dans la vie. Si tu ne peux pas maîtriser tes impulsions là, qu'est-ce qui te fait penser que tu pourras les maîtriser quand quelque chose de vraiment difficile se présentera ? Manger devrait être un acte conscient, pas une échappatoire émotionnelle. Mais nous vivons dans une culture où la nourriture est devenue un réconfort, une distraction, une récompense immédiate. Et il n'y a pas de jugement à cela, nous sommes tous tombés dans ce piège. Mais il y a un moment où tu dois te réveiller, où tu dois regarder ce que tu fais et comprendre que chaque choix est un test, une façon de renforcer ou d'affaiblir ton caractère. Quand tu manges sans mesure, sans conscience, sans respect pour toi-même, tu ne nuis pas seulement à ta santé. Tu entraînes ton esprit à céder, à ne pas résister, à chercher la facilité. Et cela se reflète dans tout le reste, dans tes habitudes, dans tes relations, dans ton travail. Parce que ce que tu fais avec le petit, tu le répètes avec le grand. Le stoïcisme ne te dit pas quoi manger. Il ne t'impose pas un régime. Ce qu'il t'enseigne, c'est à cultiver la maîtrise de soi, à ne pas être esclave du désir, à ne pas laisser tes décisions être gouvernées par la recherche du plaisir immédiat. Manger comme un stoïcien, c'est manger avec intention, avec équilibre, avec respect. Il ne s'agit pas de punir le corps. Il s'agit de ne pas laisser le corps commander tout le temps. Parce que si tu obéis à chaque impulsion que tu as, tu es perdu. Tu vas succomber à chaque tentation. Tu vas te rendre à chaque envie, chaque faiblesse. Tu vas devenir incapable de te dire non quand tu en auras le plus besoin. L'entraînement de la volonté commence là, dans le quotidien. Au moment où tu vois quelque chose qui te tente et tu te demandes « Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit ?» Pas à partir de la culpabilité, pas à partir de l'obsession, mais à partir de la conscience, de la clarté que tu formes du caractère chaque fois que tu décides avec un but. Et bien sûr que tu peux profiter. Le plaisir n'est pas l'ennemi. Le problème est quand le plaisir commande, quand tu ne peux pas t'arrêter, quand tu utilises la nourriture pour couvrir des émotions que tu ne veux pas affronter, quand tu as besoin de combler un vide qui ne se remplit pas avec du sucre ou de la graisse, mais avec un but et une direction. Si tu veux vraiment être fort, commence par ce que tu mets dans ta bouche. Mange comme si tu entraînais ta volonté, parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu t'entraînes à te dire oui à ce qui te renforce et non à ce qui ne satisfait qu'une impulsion momentanée. Et cette habitude, bien qu'elle semble simple, te construit. Elle t'affine. Elle fait de toi une personne qui n'a pas besoin d'être motivée pour bien choisir. Une personne qui ne se trahit pas chaque fois que quelque chose la tente. Une personne qui sait ce qu'elle veut et agit en fonction de cela, pas de comment elle se sent à ce moment-là. Rappelle-toi ceci, la maîtrise de soi ne s'entraîne pas seulement dans les grands défis. Elle s'entraîne dans ce que tu fais tous les jours, dans ton assiette, dans ta cuisine, au moment où tu choisis de prendre soin de toi, non par obligation, mais par respect. Mange comme si tu entraînais ton esprit, parce qu'au fond, c'est exactement ce que tu fais. 8. Cherche dans la solitude ton arme secrète. La solitude est comme une grotte sombre au milieu de la montagne.
La plupart des gens passent sans s'arrêter. Certains jettent un coup d'œil, ressentent le froid, le silence et reculent. D'autres entrent par erreur, se retrouvent piégés avec leurs pensées et sortent en courant. Mais il y a ceux qui entrent les yeux grands ouverts. Ils marchent sans peur, s'assoient au centre de l'obscurité. Et là, sans distraction, sans bruit, sans masque, ils trouvent quelque chose que personne d'autre ne peut leur donner. Clarté, force, but. Ils trouvent leur arme secrète. Aujourd'hui, tout est conçu pour que tu évites d'être seul avec toi-même. Le bruit est constant, le divertissement est infini. Tu peux passer des jours entiers entourés d'écrans, de notifications, de voix étrangères. Mais combien de fois t'assois-tu seul, sans rien faire, juste avec toi-même, sans courir pour combler le vide avec quelque chose d'extérieur? La plupart des gens ont peur de ce silence, parce que dans la solitude, la vérité apparaît. Il n'y a pas de filtre là-bas, il n'y a pas de personnage à jouer. Il n'y a pas de gens à impressionner, c'est toi face à toi. Et si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne te supportes pas, tu vas fuir encore et encore vers le superficiel. Mais les stoïciens n'avaient pas peur de la solitude. Au contraire, ils la cherchaient, non pas comme un isolement égoïste, mais comme un espace sacré pour aiguiser l'esprit, pour s'observer, pour se renforcer, parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup oublient. C'est dans la solitude que l'âme s'entraîne. C'est là que tu te confrontes à tes vraies questions. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Qui essayes-tu de plaire? Quelles sont tes peurs? Qu'est-ce que tu évites d'affronter? Vis-tu ta vie ou celle que les autres attendent de toi? Ces questions ne se répondent pas avec du bruit. Elles se répondent dans le silence, en présence, en brutale honnêteté avec toi-même. Et cet exercice, aussi inconfortable soit-il, te transforme. Dans la solitude, tu apprends à dépendre de toi, à ne pas avoir besoin que quelqu'un te motive, te valide, te sauve. Tu deviens responsable, tu deviens fort. Parce que tu comprends que personne ne viendra te sauver, que personne ne peut vivre pour toi, que si tu ne te connais pas, si tu ne te soutiens pas, si tu ne te diriges pas, tu finiras par suivre le bruit du monde et te perdre toi-même. Et non, ce n'est pas facile, parce que la solitude te montre aussi tes failles, tes blessures, tes erreurs. Mais c'est là que réside le pouvoir, apprendre à voir tout cela sans fuir, observer ton ombre sans te détruire, te pardonner sans t'affaiblir, t'exiger sans te punir. Quand tu apprends à être seul et à en profiter, tout change. Tu n'agis plus par peur de l'abandon. Tu n'acceptes plus n'importe quelle relation pour ne pas être seul. Tu ne te vends plus pour de l'attention bon marché. Tu n'as plus besoin de remplir chaque minute avec distraction, parce que tu sais qui tu es, et cela te rend dangereusement fort. Ton arme secrète n'est pas dans ce que tu montres au monde. Elle est dans ce que tu construis en silence, dans la relation que tu as avec toi-même, dans le niveau de conversation que tu peux avoir avec toi-même sans avoir besoin de fuir. Cherche la solitude, non pas pour t'isoler du monde, mais pour te préparer à l'affronter, non pas pour fuir, mais pour revenir plus clair, plus ferme, plus conscient. Parce que quand tu apprends à être avec toi, sans dépendre de personne, personne n'a de pouvoir sur toi. C'est ton avantage, c'est ton refuge, c'est ton lieu de pouvoir. Là est ton arme secrète. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des gens qui vivent comme s'ils marchaient avec une chaîne invisible attachée au cou. On ne la voit pas, mais on la sent. C'est le poids des jugements des autres, des attentes imposées, du besoin constant d'approbation. C'est une corde douce, mais ferme, qui vous serre lorsque vous voulez dire ce que vous pensez, lorsque vous osez agir librement, lorsque vous décidez d'être vous-même. Et si vous ne vous en rendez pas compte à temps, vous finissez par vivre une vie que vous n'avez pas choisie. Vous réagissez au lieu de décider, vous vous adaptez pour ne pas déranger, vous avalez vos émotions pour ne pas paraître faible, et peu à peu,
Vous vous éteignez, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Votre esprit devient une prison déguisée en stabilité, votre calme, une performance, votre authenticité, un lointain souvenir. Cette vidéo n'est pas un guide pour vous sentir mieux. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui vous retient à l'intérieur. Nous allons parler clairement, sans fioritures, sans positivisme bon marché, parce que vivre une vie émotionnellement libre, stable et authentique ne se réalise pas en fermant les yeux et en répétant de jolies phrases. On y parvient en affrontant ce que vous avez évité, vos peurs, votre dépendance émotionnelle, votre désir de plaire à tout le monde, sauf à vous-même. Depuis la philosophie stoïcienne, combinée à la psychologie et au sens pratique, nous allons parcourir 8 idées qui peuvent vous secouer. 8 principes qui ne sont pas conçus pour que vous vous sentiez à l'aise, mais pour que vous vous réveilliez, pour que vous arrêtiez de demander la permission, pour que vous lâchiez la peur de décevoir, pour que vous commenciez à vivre à partir de la vérité, pas de l'apparence. Parce que le monde ne va pas s'arrêter pour vous demander comment vous allez. La vie ne va pas s'adapter à votre fragilité, alors soit vous vous construisez de l'intérieur, soit vous vous brisez de l'extérieur. Ici, nous ne sommes pas venus pour faire pitié. Nous sommes venus pour prendre le contrôle. Préparez-vous, ce ne sera pas doux, mais cela peut tout changer. 1. Arrête de demander la permission d'exister. Imagine que tu es né avec des ailes, mais qu'on t'a appris depuis ton enfance que voler est dangereux. Qu'en volant trop haut, tu dérangeras les autres. Que si tu déploies tout ton potentiel, quelqu'un se sentira menacé. Alors tu apprends à réduire tes ailes, à marcher comme tout le monde, à cacher ce que tu es. Et le pire, c'est qu'avec le temps, tu oublies que tu es né pour voler. C'est ainsi que vit la majorité, en demandant la permission d'être eux-mêmes, en demandant l'approbation avant de prendre des décisions, en demandant la validation pour exprimer ce qu'ils ressentent. Comme si tu avais besoin de la signature de quelqu'un d'autre pour autoriser ton existence. Mais tu sais quoi? Personne ne viendra te donner cette permission, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on prend. La société t'a conditionné à plaire. Depuis tout petit, on te récompensait quand tu obéissais, quand tu souriais, même si tu étais triste, quand tu faisais ce qu'on attendait de toi. C'est ainsi que tu as appris que ta valeur dépend de ce que les autres pensent. Et cela t'a transformé en un esclave émotionnel, des opinions, de la reconnaissance, de l'acceptation des autres. Chaque fois que tu doutes de toi par peur du jugement, chaque fois que tu repousses un désir pour ne pas déranger, tu signes ta propre condamnation, vivre une vie qui n'est pas la tienne. Le stoïcisme le rend clair, tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. Tu ne peux pas décider comment ils vont te voir, ce qu'ils vont penser, s'ils vont t'admirer ou te critiquer. Mais tu peux décider de vivre selon ta nature, obéir à ta conscience, être qui tu es, même quand cela dérange les autres. Épictète disait que celui qui dépend de l'approbation externe n'est pas libre. Parce que celui qui a besoin d'être accepté est prêt à se trahir pour y parvenir. Et cela n'est pas la liberté. C'est l'esclavage. Tu dois briser cette logique. Tu dois arrêter de demander la permission de parler, d'agir, de choisir. Parce que tant que tu attendras que les autres te donnent leur approbation, tu vivras en pause. Tu avanceras avec peur. Tu construiras une version de toi-même qui s'adapte, mais qui ne te représente pas. Et oui, au début, ça va faire mal. Parce que quand tu arrêtes de plaire, tu déranges. Quand tu parles avec vérité, tu déranges. Et quand tu décides de vivre avec authenticité, le masque se brise. Et beaucoup ne sauront pas comment te traiter. Mais ce rejet, ce malaise, n'est pas la fin du monde. C'est le début de ta liberté. Demander la permission d'exister est une forme lente de suicide émotionnel. C'est céder ta vie à un jury qui n'a aucune idée de qui tu es, ni de ce dont tu as besoin. Combien de fois as-tu voulu dire non et tu as dit oui? Combien de fois as-tu gardé pour toi ce que tu ressentais juste pour ne pas créer de problème? Combien de fois as-tu prétendu être quelqu'un que tu n'es pas par peur de décevoir? Chacune de ces fois a été une trahison envers toi-même.
La solution n'est pas de devenir arrogant, insensible ou égoïste. La solution est d'arrêter de mendier l'approbation, agir avec intégrité, choisir avec conviction, parler avec fermeté, marcher comme si tu savais que tu n'as pas besoin de t'adapter pour avoir de la valeur. Quand tu arrêtes de demander la permission d'exister, quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin de plaire, tu ne cherches plus la reconnaissance, tu ne crains plus le rejet. Parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas des applaudissements que tu reçois, mais de la cohérence avec laquelle tu vis. Et quand tu atteins cela, tu es libre. 2. L'art sacré de dire non. Dire non, c'est comme brandir une épée invisible. Elle ne tranche pas la chair, mais brise les illusions. Elle ne fait pas couler le sang, mais blesse les égos. Elle ne crie pas, mais laisse un silence qui dérange. Car dire non, ce n'est pas juste un mot. C'est une déclaration de souveraineté. C'est une ligne tracée au feu qui dit « Tu t'arrêtes ici. À partir de là, c'est moi qui commande. » Depuis l'enfance, on nous apprend à obéir, à dire oui par politesse, par courtoisie, par peur de décevoir, à faire plaisir à tout le monde, même si cela nous détruit à l'intérieur. On nous entraîne à céder, pas à décider. Et le plus dangereux, c'est qu'on finit par croire que dire non est un acte d'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est l'acte le plus profond de respect envers soi-même. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu avais envie de crier non? Combien de fois as-tu accepté des charges, des faveurs, des engagements qui t'ont épuisé l'âme juste pour ne pas déplaire? Le prix de ne pas savoir dire non ne se paie pas tout de suite. Il se paie plus tard, dans l'épuisement, dans la frustration, dans le ressentiment accumulé. Il se paie avec ton énergie, ton temps et ta paix intérieure. Le stoïcisme l'exprime de manière crue mais limpide. Tu n'es pas ici pour vivre selon les attentes des autres. Tu es ici pour vivre dans la vertu. Et une vie vertueuse ne se construit pas dans la complaisance, mais dans le discernement. Dire non quand il le faut n'est pas un acte de violence, c'est un acte de sagesse. Parce que chaque non que tu dis au monde est un oui que tu te dis à toi-même. Marc Aurèle disait qu'une personne qui ne contrôle pas sa volonté est condamnée à être l'esclave des désirs des autres. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu crains de dire non. Tu deviens un outil, pas un individu. Tu t'utilises toi-même pour le confort des autres, même si cela te tue à l'intérieur. Dire non demande du courage. Il faut supporter le silence gênant, le visage déçu, le jugement de ceux qui s'attendaient à ce que tu te trahisses une fois de plus. Mais cela t'apporte aussi quelque chose d'inestimable, une autorité intérieure. Parce qu'à chaque fois que tu dis non avec conviction, tu te renforces. Tu cesses d'être une feuille emportée par le vent et deviens un chêne que personne ne peut faire plier. Il ne s'agit pas de devenir une personne fermée, froide ou inaccessible. Il s'agit de savoir quand tu agis par amour pour toi-même et quand tu agis par peur. Un oui né de la peur de perdre quelque chose n'est pas de la générosité, c'est de la soumission. Et la soumission prolongée devient de l'auto-abandon. Apprends à reconnaître les signaux. Si quelque chose te fatigue avant même de commencer, si cela pèse sur ta poitrine, si tu le fais par peur et non par conviction, alors le plus courageux que tu puisses faire, c'est de refuser. N'explique pas, ne justifie pas, ne demande pas pardon de te protéger. Ton temps et ton énergie sont limités. Chaque oui mal accordé est du temps volé à tes propres projets, à tes propres rêves, à ta propre vie. L'art de dire non ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça fait mal, ça t'expose, ça te confronte à tes plus grandes peurs, le rejet, la solitude, le conflit. Mais si tu ne l'apprends pas, tu paieras un prix bien plus élevé, une vie vécue pour les autres, pas pour toi. Alors commence aujourd'hui, pas avec des cris, pas avec violence, mais avec clarté. Apprends à regarder quelqu'un dans les yeux et dire « non », parce que je me respecte. Et si cette personne ne le comprend pas, ce n'est pas ton problème. Ton travail n'est pas de rendre tout le monde heureux. C'est de rester fidèle à toi-même. 3. Brise les chaînes invisibles du « qu'en dira-t-on ». Il y a des prisons sans barreaux, mais qui t'empêchent quand même de bouger. Il n'y a pas de gardien, pas de clé, pas de mur en béton.
Juste une voix dans ta tête qui répète encore et encore. Et s'il n'aime pas? Et s'il te critique? Et s'il te rejette? Cette voix, c'est le « qu'en dira-t-on » ? Et tant que tu continueras à l'écouter, peu importe combien de portes s'ouvrent devant toi, tu vivras piégé. Le « qu'en dira-t-on » est une forme silencieuse d'esclavage mental. Il ne te crie pas dessus, mais il te conditionne. Il ne te frappe pas, mais il te paralyse. Il te fait modifier ta façon de t'habiller, de parler, d'agir, de rêver. Tout pour ne pas être pointé du doigt, pour ne pas être différent, pour ne pas décevoir. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas qui sont eux. Tu sais juste qu'ils sont là, à observer, à juger, à attendre ta prochaine erreur. Et tu sais quoi? Ils n'existent pas, ou du moins pas comme tu le penses. La plupart des gens sont trop occupés à gérer leur propre insécurité pour te prêter autant d'attention. Mais tu as construit un public imaginaire dans ton esprit, une sorte de tribunal qui évalue tout, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu dis, ce que tu tais, et tu leur donnes du pouvoir, tu leur donnes la permission de décider pour toi. Le stoïcisme te confronte à une vérité inconfortable. Tant que tu vivras pour le regard des autres, tu ne seras jamais libre. Épictète disait que si tu cherches à plaire à tout le monde, tu es perdu. Parce que les désirs des autres sont changeants, capricieux, contradictoires. Tu ne seras jamais assez pour tout le monde, et plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera. Rompre avec le « qu'en dira-t-on » n'est pas un acte de rébellion superficielle. C'est une révolution interne. C'est comprendre que tu ne peux pas construire une vie authentique si tu passes tout ton temps à regarder à l'extérieur. Que tu ne peux pas prendre de décision par peur du jugement et espérer te sentir en paix. Combien de fois as-tu caché tes passions par peur de paraître étrange? Combien de fois as-tu gardé ton opinion pour toi pour ne pas créer de conflit? Combien de projets as-tu enterrés simplement parce que quelqu'un pourrait penser que tu n'es pas assez bon? Chaque fois, tu as perdu une partie de toi. Et non, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'indifférent ou d'arrogant. Il s'agit de changer de focus, d'arrêter de vivre en fonction de la façon dont tu es perçu et de commencer à vivre en fonction de qui tu es vraiment. Parce que si ton identité dépend de la validation externe, tu seras toujours exposé, toujours vulnérable, toujours en doute. Rompre avec le « qu'en dira-t-on » fait mal, parce que cela implique de décevoir. Cela implique de déranger. Cela implique que certains s'éloignent parce que tu ne peux plus être la version domestiquée de toi-même. Mais cela libère aussi, parce que chaque pas que tu fais sans demander la permission, chaque fois que tu t'exprimes sans filtre, chaque décision que tu prends sans consulter le fantôme du jugement d'autrui, te rapproche de ton essence. L'opinion des autres peut être un bruit de fond. Tu n'as pas à te battre avec elle. Tu as juste à ne pas lui obéir. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu as besoin de vivre en accord avec toi-même, de sorte que la critique ne te brise pas et que l'éloge ne te distrait pas. Il n'y a pas de force plus puissante qu'une personne qui se regarde dans le miroir et sait qu'elle ne doit rien à personne, qui ne se mesure pas aux standards des autres, qui ne fait pas semblant pour s'intégrer. Cette personne est dangereuse parce qu'elle est libre. Et si tu écoutes ceci, c'est parce qu'au fond de toi, tu es fatigué de vivre sous le poids des attentes. Alors lâche-les. Tu n'as pas à être parfait, tu n'as pas à être accepté, tu n'as pas à être compris. Tu as juste à être toi, sans chaîne, sans permission, sans peur. 4. Si le monde s'éteint, que tu ne disparaisses pas. Imagine une ville pendant une panne de courant. Les lumières s'éteignent, le bruit s'arrête, les gens se cachent. Mais au milieu de toute cette obscurité, il y a une maison avec une bougie allumée. Ce n'est pas la plus brillante ni la plus grande, mais elle est toujours là, ferme, brûlante en silence. C'est ainsi que tu devrais être lorsque tout autour de toi s'effondre, parce qu'il y a des moments où le monde entier semble s'arrêter. Les gens changent, les relations se refroidissent, les plans échouent, les circonstances frappent sans prévenir. Et si tu n'as rien allumé en toi, tu disparais avec le reste. Tu t'éteins avec l'environnement. Tu te dilues dans le chaos. Beaucoup vivent comme si leur identité dépendait de ce qu'ils ont autour d'eux. Leur estime de soi est soutenue par l'attention qu'ils reçoivent.
Leur sécurité est alimentée par les applaudissements. Leur but dépend des autres. Mais quand tout cela s'éteint, quand il n'y a plus de reconnaissance, quand ils sont seuls, quand personne ne les voit, ils s'effondrent. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur qui les maintient debout. Le stoïcisme ne t'apprend pas à dépendre de l'extérieur. Il t'apprend à devenir ce feu intérieur qui ne s'éteint pas, même si le vent souffle fort. Marc Aurèle a écrit que ton esprit peut être comme une forteresse imprenable, mais seulement si tu décides de l'occuper et de la défendre. Et cela ne peut être réalisé qu'en cultivant une identité qui n'est pas liée au bruit du monde. Tu dois apprendre à être avec toi sans avoir besoin d'approbation, sans avoir besoin de compagnie, sans avoir besoin de stimuli constants. Peux-tu être en silence avec toi-même sans te sentir perdu? Peux-tu continuer même si personne ne te regarde? Peux-tu maintenir ta valeur même s'il n'y a pas un seul témoin? Parce que la vérité est dure, il y aura des jours où tu n'auras personne, des jours où tu ne recevras aucune reconnaissance, des jours où il semblera que tout ton effort ne vaut pas la peine. Et c'est dans ces jours que ta véritable force est mesurée. Pas quand tout va bien, pas quand le monde te célèbre, mais quand tu es seul, quand le monde est éteint et que tu décides de ne pas disparaître. Tu n'as pas besoin d'être brillant tout le temps, tu n'as pas besoin d'avoir des réponses à tout, mais tu as besoin d'être constant, d'être ferme, d'être toi, même quand personne d'autre n'est là. C'est ce qui fait la différence, parce que pendant que beaucoup se réinventent selon l'opinion des autres, tu deviens un phare, quelqu'un qui se tient debout, peu importe la tempête. Quand ton sens de l'identité est ancré dans des valeurs réelles, tu n'es pas emporté par le courant. L'opinion change, les gens vont et viennent, la vie frappe sans prévenir, mais tu restes debout, non pas parce que tu es insensible, non pas parce que tu ne souffres pas, mais parce que tu as appris à ne dépendre de rien qui soit en dehors de toi. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la force. C'est avoir une vie intérieure si solide que tu peux être dans l'obscurité sans perdre ton chemin. C'est te construire de l'intérieur pendant que tout l'extérieur s'effondre. C'est résister, non pas par fierté, mais par clarté. Alors si le monde s'éteint, que tu ne disparaisses pas, que ta voix intérieure continue à te parler clairement, que ton feu ne dépende pas du courant électrique des autres, que tu puisses marcher dans l'obscurité sans te trahir. Parce que c'est la vraie liberté, non seulement être toi quand tout brille, mais continuer à l'être quand tout s'éteint. 5. Écris ton code interne et obéis seulement à lui. Imagine que tu marches dans une ville pleine de signes. À chaque pas, une indication. Tourne à droite, ne parle pas trop, habille-toi comme ça, pense de cette façon, ne te démarque pas. Ce n'est pas une ville, c'est une programmation. Et toi, sans t'en rendre compte, tu obéis comme si ces signes étaient des lois universelles. Mais t'es-tu déjà demandé qui les a écrits? La plupart des gens vivent selon un code qui n'est pas le leur. Ils suivent des normes imposées par la famille, la culture, la société, les médias. Ils agissent selon ce qui est attendu, ce qui est correct, ce qui est normal. Et chaque décision qu'ils prennent, chaque chemin qu'ils choisissent est guidé par une voie qui ne leur appartient pas. C'est comme vivre avec un scénario étranger, répétant des phrases que tu n'as jamais remises en question, suivant des règles que tu n'as jamais signées. C'est là le problème. Tant que tu vis en respectant le code des autres, tu ne seras jamais libre. Tu pourras avoir du succès, de la reconnaissance, de l'admiration. Mais tu n'auras pas la paix, parce qu'au fond de toi, quelque chose sait que tu vis un mensonge déguisé en discipline. Le stoïcisme le rend clair. Ta seule responsabilité est envers toi-même. Et pour cela, tu as besoin d'écrire ton propre code. Un système de valeurs personnelles, ferme, non négociable. Quelque chose qui ne change pas selon le lieu, la compagnie ou le jour. Parce que si tu n'as pas un code interne, tu t'adapteras à ce que dicte l'environnement. Et l'environnement change toutes les 5 minutes. Écrire ton code n'est pas copier des phrases motivantes, c'est te demander, avec une brutalité honnête, qu'est-ce que je respecte vraiment? Quelles sont les choses que je ne suis jamais prêt à trahir? Quels principes me définissent même si personne ne les voit? Peut-être que pour toi c'est la loyauté,
peut-être la justice, l'autodiscipline, l'amour de soi, l'authenticité, peu importe lesquels, mais ils doivent être réels. Ils doivent venir de toi, pas des attentes des autres. Et une fois que tu les as définis, obéis-leur comme si c'était la loi. Non pas parce que quelqu'un te l'impose, mais parce que tu l'as décidé. Sénèque parlait de vivre en accord avec la nature rationnelle de l'être humain. Et cela signifie agir en cohérence avec ton essence, pas avec les apparences. Cela signifie ne pas trahir tes valeurs simplement parce que quelqu'un est offensé, parce que c'est inconfortable ou parce qu'il est plus facile de se taire. Quand tu obéis à ton propre code, tu deviens indomptable. Il n'y a pas de pression sociale qui peut te plier. Il n'y a pas de manipulation émotionnelle qui fonctionne. Il n'y a pas d'éloge qui t'enivre, ni de critique qui t'arrête. Parce que tu n'agis pas pour la récompense ou par peur. Tu agis par fidélité à toi-même. Mais bien sûr, cela a un prix. Le prix de la solitude, le prix de l'incompréhension, le prix d'être vu comme difficile, distant ou trop intense. Et c'est là que beaucoup de gens tombent. Ils préfèrent être acceptés par tous plutôt que d'être fidèles à eux-mêmes. Mais tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour être vrai. Et la vérité fait mal, dérange, est incomprise. Mais elle libère aussi, parce que quand tu sais qui tu es et à quoi tu réponds, le monde peut changer de forme et tu resteras debout. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi. Tu as besoin d'être d'accord avec toi-même. Que tu te regardes dans le miroir et dises « Je n'ai pas trahi mes principes aujourd'hui ». C'est la victoire qui compte. Alors écris ton code, grave-le dans ton esprit, obéis-le en silence, et que le bruit du monde ne soit jamais plus fort que ta propre voix. 6. Rompre avec le déguisement de la popularité. Certaines masques ne se posent pas sur le visage, mais sur l'âme. Ils sont brillants, accrocheurs, applaudis. Ils s'adaptent parfaitement à ce que tout le monde veut voir. Et le pire de tout, c'est qu'ils fonctionnent. Ils vous donnent de l'attention, des likes, de la reconnaissance. Ils vous donnent une identité façonnée par la mode, l'algorithme et l'approbation collective. Mais à l'intérieur, quelque chose se vide. La popularité est confortable. Faire partie de la majorité vous fait vous sentir en sécurité. Si vous faites ce que tout le monde fait, personne ne vous questionne. Si vous pensez comme tout le monde, il n'y a pas de conflit. Si vous vous habillez, parlez et agissez comme le courant le dicte, vous serez accepté. Mais à quel prix? Au prix de ne pas être vous-même. Derrière le déguisement de la popularité, il y a de la peur. Peur de ne pas appartenir. Peur d'être invisible. Peur d'être différent. Alors vous apprenez à cacher votre authenticité sous des tendances vides. Vous renoncez à vos véritables intérêts pour vous intégrer. Vous éteignez votre pensée critique pour ne pas être pointé du doigt. Et vous finissez par vivre une vie superficielle, décorée à l'extérieur et vide à l'intérieur. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que vous soyez spécial. Il cherche à ce que vous soyez réel. Marc Aurèle a écrit que si ce que vous faites est juste, peu importe si personne ne le voit. Mais à cette époque, tout tourne autour de ce qui est visible. Ce qui compte n'est pas tant qui vous êtes, mais comment vous paraissez. Ce qui compte n'est pas ce que vous ressentez, mais ce que vous montrez. L'image est devenue la priorité, et la vérité, un obstacle. Rompre avec la popularité n'est pas un acte de rébellion infantile. C'est une déclaration de maturité. C'est réaliser que votre valeur ne peut pas dépendre de l'opinion volatile des masses. Parce que ce qui est applaudi aujourd'hui sera ridiculisé demain. Ce qui est tendance aujourd'hui sera oublié demain. Quand vous décidez de retirer le déguisement, vous vous exposez. Beaucoup ne sauront pas comment vous traiter. Certains penseront que vous êtes devenu arrogant. D'autres s'éloigneront parce que vous ne jouez plus le même jeu. Mais ce malaise fait partie du processus, parce que vous ne pouvez pas être libre si vous continuez à être esclave de l'image. Être vous-même dans un monde qui récompense l'imitation est un acte de courage. Cela signifie parler différemment quand tout le monde répète la même chose. Cela signifie agir par conviction quand les autres agissent pour l'approbation. Cela signifie
choisir la profondeur dans un environnement qui ne consomme que la surface. Les gens craignent de sortir du moule parce qu'ils craignent le rejet. Mais il y a quelque chose de pire que d'être rejeté par les autres, se rejeter soi-même. Faire semblant si longtemps que vous finissez par croire que cette version décorée et vide est qui vous êtes vraiment. Vivre piégé dans une façade que vous ne pouvez plus soutenir. La liberté commence quand vous arrêtez de demander la permission de penser différemment, quand vous renoncez aux applaudissements faciles, quand vous arrêtez de vous habiller avec des idées empruntées juste pour vous intégrer dans une conversation. Vous n'êtes pas obligé de suivre aucune tendance. Vous n'avez pas à penser comme tout le monde. Vous n'avez pas à être viral pour être précieux. Votre authenticité vaut plus que n'importe quelle acceptation collective. Et oui, il y aura des moments où le chemin se sentira plus solitaire, mais il se sentira aussi plus propre, plus vrai, plus à vous. Arrêtez de vous habiller avec ce qui est à la mode, si cela signifie vous déshabiller de qui vous êtes. La popularité est une drogue qui anesthésie l'âme. Elle vous fait vous sentir bien à l'extérieur pendant qu'elle vous endort à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de plus de déguisement. Vous avez besoin de plus de vérité, plus d'identité, plus de courage. Rompez avec la popularité si cela signifie revenir à vous. Parce que rien de ce que vous pouvez perdre en étant authentique ne se compare à ce que vous perdez en prétendant toute votre vie. 7. Ferme les cycles qui ne te permettent plus de grandir. Il y a des étapes de la vie qui sont comme des petites pièces. Au début, elles sont confortables, familières, voire sûres. Mais avec le temps, elles commencent à t'étouffer. Le plafond semble plus bas, les murs plus étroits, tu ne peux plus bouger librement. Et pourtant, tu restes là. Non pas parce que c'est le meilleur endroit, mais parce que tu as peur d'ouvrir la porte. Fermer des cycles ne signifie pas toujours quelque chose de tragique. Parfois, il s'agit simplement d'être honnête avec toi-même, de reconnaître que ce qui t'a servi à un moment donné te stagne maintenant, que ce qui était un jour un foyer est devenu une prison aujourd'hui, que tu ne peux pas continuer à avancer si tu restes attaché à ce qui ne vibre plus avec toi. Mais nous avons du mal. Nous avons du mal à lâcher prise. Nous nous accrochons par habitude, par nostalgie, par peur du vide. Nous préférons l'inconfort connu à l'incertitude. Nous nous racontons des histoires pour justifier ce qui n'a plus de sens. Et pendant ce temps, nous perdons du temps, de l'énergie, de la vie. Fermer un cycle est un acte de maturité brutale. Cela signifie accepter que tout ne doit pas durer éternellement. Qu'il y a des personnes, des emplois, des habitudes et des lieux qui n'avaient qu'un rôle temporaire dans ton chemin. Ils n'étaient pas éternels, ils étaient des leçons. Et quand la leçon se termine, rester accroché ne fait que générer de l'usure. Ne pas fermer à temps te brise de l'intérieur. Tu deviens quelqu'un qui porte des relations vides, qui répète des routines sans sens, qui revit des blessures anciennes comme si elles faisaient partie de son identité. Et cela t'empêche de grandir. Parce que grandir exige de l'espace. Et si cet espace est occupé par ce qui n'ajoute plus, il n'y a pas de place pour le nouveau. Il faut avoir le courage de regarder ce qui ne fonctionne plus et dire « jusqu'ici ». Sans rancune, mais avec fermeté. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu te respectes. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu as compris que rester là te coûte plus que de lâcher prise. Fermer un cycle n'implique pas toujours de faire du bruit. Parfois, c'est une décision silencieuse. Parfois, c'est arrêter de répondre aux messages, arrêter de justifier les absences, arrêter d'insister là où il n'y a plus de réciprocité. Parfois, c'est accepter que tu n'as pas besoin d'un adieu dramatique pour recommencer. Beaucoup de personnes n'évoluent pas parce qu'elles sont émotionnellement coincées dans des passés qui n'existent plus. Elles continuent à parler avec la voix du traumatisme. Elles continuent à penser avec les idées d'il y a des années. Elles continuent à répéter des schémas parce qu'elles n'osent pas les briser. Mais la vie n'attend pas. Si tu ne te lâches pas, tu restes en arrière. Couper avec ce qui ne te permet pas de grandir est un acte d'amour-propre, non pas d'égoïsme, non pas d'ingratitude, non pas de dureté. Amour-propre.
Parce que tu sais quand quelque chose est terminé, mais tu fais l'aveugle. Tu ressens le stagnement, mais tu lui donnes de jolis noms. Patience, loyauté, espoir. Ne te trompe pas. Le cycle ne se ferme pas lorsque tout est résolu. Il se ferme lorsque tu décides d'arrêter de mettre ton énergie dans ce qui ne bouge plus. Parce que parfois, continuer à essayer n'est pas du courage, c'est du déni. Et continuer à le porter n'est pas de la fidélité, c'est de l'auto-abandon. Tu n'es pas fait pour rester au même point. Tu es fait pour avancer, pour te transformer, pour lâcher ce qui ne te construit plus. Et ça fait mal, oui, mais ça fait plus mal de vivre une vie qui ne t'appartient plus. 8. Ne justifie pas ta paix, protège-la. La paix intérieure ne fait pas de bruit, elle ne s'annonce pas, elle ne se vante pas, elle est silencieuse, solide, profonde, et c'est pourquoi elle dérange. Parce que dans un monde accro au chaos, à l'urgence, au drame constant, une personne en paix devient un miroir inconfortable. Elle reflète ce qui manque aux autres. Et c'est pourquoi ils t'attaquent, te questionnent, te provoquent. Mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas te comprendre. Ce qu'ils veulent, c'est te faire sortir de là. Quand tu commences à guérir, à poser des limites, à prendre soin de toi, quelque chose d'étrange se produit. Tout le monde ne se réjouit pas. Certains sont irrités, d'autres s'éloignent, et quelques-uns tentent de saboter ton calme, non pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que tu ne joues plus le même jeu. Tu n'es plus disponible pour leur manipulation, leur chantage, leur toxicité déguisée en affection. Alors arrivent les questions déguisées en inquiétude. Pourquoi es-tu si distant? Qu'est-ce qui t'arrive dernièrement? Te crois-tu meilleur que les autres? Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de l'inconfort. Parce que tu as cessé d'être prévisible, parce que tu ne réagis plus de la même manière, parce que tu ne leur donnes plus un accès libre à ton esprit ni à ton temps. Et c'est là que beaucoup de gens tombent. Ils se sentent coupables, ils ressentent le besoin de justifier leur paix, ils commencent à s'expliquer, à se défendre, à donner des raisons pour les décisions qu'ils ont prises pour aller mieux, comme si ta tranquillité avait besoin d'une approbation externe. Comme si pour être bien, tu devais demander la permission. Ne le fais pas. Ne justifie pas ta paix. Protège-la. Avec tout. Avec distance. Avec silence. Avec fermeté. Tu n'es pas obligé de donner des explications pour prendre soin de ton bien-être. Tu ne dois à personne les détails de ta guérison. Parce que ta paix est à toi. Et souvent, le simple fait d'être en paix est déjà une menace pour ceux qui vivent du conflit. La véritable force n'est pas dans le fait de crier ce que tu fais, mais de ne pas te laisser entraîner dans le bruit. Tu n'as rien à prouver. Si tu as trouvé un équilibre interne, défends-le comme un trésor, parce que c'est ce que c'est, quelque chose qui a coûté des larmes, des processus, des décisions difficiles. Ce n'était pas gratuit. Alors ne laisse pas n'importe qui entrer. Ta paix est une muraille, pas un lieu touristique. Tout le monde ne peut pas entrer. Tout le monde ne doit pas entrer. Et c'est bien ainsi. Tu n'es pas cruel en te protégeant. Tu es conscient. Tu es mature. Tu es quelqu'un qui a appris que tout ce qui brille n'ajoute pas, que toute compagnie n'est pas une compagnie, et que tout ce qui fait mal ne mérite pas une seconde chance. Certaines personnes ne s'approchent que pour déstabiliser, pour te réaccrocher, pour vérifier si tu es toujours le même qu'avant. Ne leur donne pas cette entrée. Ne te justifie pas, ne te rabaisse pas, n'essaie pas de convaincre celui qui ne t'a jamais compris. Et ne le fais pas seulement avec les personnes, fais-le aussi avec les habitudes, avec les pensées, avec les environnements. Il y a des routines qui interrompent ta paix, des idées qui te sabotent, des environnements qui te drainent. Élimine-les sans culpabilité. Ta tranquillité n'est pas négociable, parce que sans elle, tout le reste perd son sens. Vivre en paix n'est pas fuir la réalité, c'est choisir dans quelle bataille il vaut la peine d'être. C'est arrêter de réagir à tout. C'est ne pas permettre que le bruit du monde étouffe ta voix intérieure. C'est avoir clair que tu n'as pas besoin d'être compris pour être bien. Tu as juste besoin d'être fidèle à toi-même. Alors, protège ta paix avec ongles et dents. Ne l'offre pas sur un plateau, ne la prête pas à celui qui ne sait pas l'apprécier. Et si quelqu'un ne comprend pas ta distance, ton silence, ton changement, ou qu'il ne le comprenne pas, qu'il reste confus,
Parce que ton calme n'est pas à vendre, il ne se discute pas, il ne se justifie pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.